Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'ai du mal à le dire mais c'est la fin de l'été, j'ai l'impression que l'été n'a même pas commencé, enfin franchement on a eu un été pourri, on est tous d'accord là-dessus, c'était je pense, le pire été de notre vie. Bref, donc c'est la fin de l'été et je vais faire le bilan de la palle de l'été, donc je vais vous parler de la BD, la suite de Saga, le livre qu'elle a depuis 1000 ans, c'est quoi l'autre truc, je sais plus, le classique et le livre en rapport avec la saison que j'avais choisi pour l'été. Alors je vous le dis maintenant, ça va pas être une vidéo très fun et très positive parce que y a un livre que j'ai vraiment aimé et le reste c'était pas ouf, hein, on va pas se mentir. Mais bon, quand il faut y aller, donc c'est parti. Normalement je termine ces vidéos en vous parlant de la BD que j'ai lue parce que c'est plus simple pour poser les livres, hein. C'est la seule et unique véritable raison, c'est que c'est plus facile de mettre la BD en dessous et les livres au-dessus. Niveau organisation, voyez-vous. Mais aussi, j'aime bien commencer par vous parler des livres et des ouvrages que j'ai pas aimés pour terminer par les livres que j'ai préférés. Je trouve ça plus cool de faire comme ça. Et la BD, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé. Du coup, je ne me vois pas, enfin, je peux pas terminer cette vidéo avec un échec pareil. Donc, on va commencer par la BD. Voilà. La BD, c'était Alix Sénator, le tome 1, Les Aigles de Sang de J. Martin V. Mogin et TH. Desmarais, et en fait ça fait partie de ces livres, je pense, enfin, ils sont de plus en plus nombreux, c'est une catastrophe, où je ne peux même pas vous résumer l'histoire, je peux même pas vous dire de quoi ça parle, je n'ai rien compris. Voilà, tout simplement. On est catapulté dans un espèce d'univers chelou. Bon alors après, on est avec les sénateurs, on est en l'an 12 avant Jésus-Christ, en romantique, tout ça, machin. Mais franchement c'est flou quoi, genre on t'explique rien. C'est comme si demain, je sais pas, tu suis le président de la République française, tu sais pas qui il est, tu sais pas d'où il sort, tu sais pas comment il est élu, tu sais rien. Juste, tu le vis dans son quotidien, en mode, il t'explique qu'il doit voter une loi, il t'explique qu'il va au Parlement, mais t'es là, mais qu'est-ce qu'il fait, mais c'est qui lui, mais voilà, c'est pareil. Je me retrouve avec 46 milliards de questions, je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas d'où ils sortent, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas pourquoi ils sont élus, je ne sais pas pourquoi ils se battent, je ne sais pas pourquoi ils se disputent, je ne comprends rien. Vraiment rien. Et du coup, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je n'ai pas terminé la BD. En général, les BD, je les termine, même si ça me plaît pas de ouf et je trouve pas ça dingue. Ça fait une quarantaine de pages, c'est illustré et tout, donc en vrai, c'est rapide, donc en général, je les termine. Mais là, franchement, arrivé, je sais pas, à la moitié de la BD, je ne comprenais rien du tout. Que dalle. J'ai rien compris, je sais pas c'est quoi l'histoire, je sais pas de quoi ça parle. En plus, comme c'est une BD, ça arrive très souvent dans les BD, c'est mon principal reproche à chaque BD que je lis, c'est qu'en fait, quand tu lis une page, tu tournes la page, et du coup, pour que l'histoire elle aille plus vite, comme si j'étais pas déjà assez perdue, bref, pour que l'histoire elle aille plus vite, il y a une scène qui est coupée, et qui est résumée dans dans le premier carré en fait. Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai perdu les mots là, bref, on s'en fout. Et du coup, en gros, il te manque des morceaux d'histoire. Et alors là, comme j'étais déjà perdue et que je comprenais rien, j'étais là, mais what the fuck en fait. Enfin, je n'ai rien compris. Vraiment, je n'ai rien compris. Ils sont espèce de parlement, il y a la foule, il y en a un qui meurt et puis il est élu. Et puis, enfin, franchement, j'ai rien compris. Je vous jure, je n'ai rien compris. Donc, échec total. Hein, voilà. Ensuite, j'ai lu, c'est de ma grand mot, Comment mon été est parti en fumée de Jennifer Salvato Doktorski. Donc celui-là, c'était le livre en rapport avec la saison, il y a été dans le titre, tout ça. Et alors là, on est avec une ado dans toute sa splendeur. Je le dis à chaque fois, hein, j'ai été ado, j'ai dû avoir ce comportement-là, c'est pas un problème. On passe tous par cette phase de rébellion où t'as juste envie de coller des tartes. Enfin vraiment, genre quand t'es dans cette état-là, les gens ont juste envie de te coller une tarte, mais c'est tout ce que tu mérites, en vrai. On est tous passés par là, j'ai été une ado, j'ai dû faire ça, j'ai dû dire des trucs comme ça, j'ai dû me comporter comme ça, c'est une certitude. Mais juste ce comportement dans un livre, moi je peux pas, moi, vraiment ça me... je peux pas, je ne supporte pas les gens. Donc là en gros on est avec une jeune fille qui s'appelle, je sais plus comment, Rosie, qui en gros elle vient de rompre avec son mec, je vous passe les détails du pourquoi, du comment ils ont rompu. Et sans faire exprès, je mets des guillemets parce que je vois pas comment tu peux faire ça sans faire exprès, mais bon bref, elle va foutre le feu à la voiture de son ex. Oui, bon, ça c'est fait. Et du coup, il va porter plainte. Alors déjà, elle comprend pas qu'il porte plainte, elle se dit qu'il pourrait faire un effort et éviter... Enfin, bah meuf, en fait, t'as brûlé sa voiture, évidemment qu'il porte plainte en fait à un moment donné. Enfin, je veux dire, je sais pas... Bref, donc il porte plainte. Et du coup, elle se retrouve avec une espèce... Enfin, je crois que ça s'appelle une assignation à comparaître. En gros, elle est convoquée à un futur procès et elle a une... J'en ai parlé en vlog aussi, j'ai pas retrouvé le mot et là je retrouve pas le mot non plus. En gros, elle a interdiction de l'approcher, tu vois.
Il a mis un espèce de périmètre de sécurité autour de lui, virtuel évidemment, et elle n'a pas le droit de l'approcher. Et du coup, elle a 17 ans, hein, je crois que c'est l'été avant qu'elle aille à la fac, un truc comme ça. Et du coup, quand ses parents ils apprennent ça, ils sont pas très contents. Mais alors, en fait, ce qui me gonfle dans le comportement de Rosie, c'est que je trouve que la réaction de ses parents est hyper cool. Enfin, franchement, ils sont hyper chill. Moi, si j'avais fait ça, mon père, il m'aurait enfermé à double tour dans ma chambre et je bouge pas de l'été, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, je vous ai c'est normal. T'as brûlé la voiture d'un gars. Enfin, peu importe la raison, tu n'as pas à faire ça, en fait. Bref, et elle a de la chance. Dans son malheur, elle a quand même de la chance parce que la réaction de ses parents, c'est bon, tu vas pas rester ici, c'est pas une bonne idée, le procès c'est dans 1 ou 2 semaines, je sais plus, t'as besoin de te changer les idées, t'as besoin de changer d'air. Et en gros, elle a son voisin qu'elle connaît depuis qu'elle est petite qui part en virée avec des potes à lui. Et ses parents lui disent, bah tu vas partir avec. Je sais pas si vous vous rendez compte de la situation, je l'ai dit en vlog, mais moi je trouve ça hallucinant. Elle a fait une connerie qui nécessite un procès. Et la réaction de ses parents, c'est tu vas partir en virée 1 semaine avec des gens de ton âge. Alors certes, c'est pas tes meilleurs amis, mais enfin quand même, enfin, je sais pas. Enfin, moi, encore une fois, mon père hein, ne m'aurait jamais laissé faire ça avec qui que ce soit. Bref. Et madame, dans son comportement d'ado typique, n'est pas contente. Elle râle parce qu'elle n'a pas envie d'y aller, elle veut pas y aller, en plus elle les connaît pas, en plus c'est un endroit qu'elle connaît pas, en plus elle a pas choisi. Franchement, ils font chier à l'obliger à partir, enfin franchement c'est bon quoi, j'ai brûlé une voiture mais j'ai pas fait exprès. Oh, j'avais envie de la tarter, je vous jure, j'avais envie de la tarter, mais je sais pas en fait, enfin bref, ce comportement ça me sidère vraiment. Donc, je ne peux pas suivre un personnage que j'aime pas dans un livre, c'est pas possible, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Donc j'ai pas lu. Voilà, je sais plus combien de pages j'ai lu. Ah bah j'ai lu 43 pages. Voilà. Vraiment, je suis désolée, mais ce comportement, c'est pas possible. Alors je suppose que, je sais qu'elle va finir par partir et que l'histoire du livre, ça va être son road trip, machin et tout, mais je ne peux pas suivre un personnage aussi insupportable dans un truc aussi génial soit-il. Moi je peux le faire, c'est possible. Je ne peux pas faire ça. Donc j'ai pas lu. Voilà. Le suivant, c'est celui qui est là depuis à peu près 155 ans dans ma palle. J'exagère à peine. Donc, c'est à l'instant-là, de Douglas Kennedy, que j'ai commencé. J'ai vraiment eu espoir que ça se passe bien. Et en fait, très sincèrement, j'ai abandonné ce livre par flemme. J'ai juste eu la flemme de consacrer autant d'heures et autant de temps à lire toutes ces pages. Voilà. Et aussi un peu parce que, en fait, c'est un contemporain de 700 pages, je crois, un truc comme ça, attendez, voilà, en gros 700 pages. Et donc, il y a des longueurs, en fait. Et moi, ça me rend folle, en fait, quand on me dit, bah oui, Audrey, mais le livre, il fait 700 pages, c'est normal qu'il y ait des longueurs. Mais à quelle heure c'est normal qu'il y ait des longueurs, en fait? Bah non, en fait, c'est pas normal. Si le livre, il fait 700 pages, c'est parce que l'histoire nécessite ces 700 pages. Si au milieu de ces 700 pages, il y a 300 pages de longueur, c'est que l'histoire ne nécessitait pas 700 pages et que tu pouvais faire le roman en 400 pages en fait. C'est juste que tu avais envie de faire un gros pavé. Bah t'as envie de faire un gros pavé hyper lent, hyper chiant, bah moi j'ai pas envie de le lire. Voilà, c'est dit. Donc, je dis pas que c'est chiant, hein. C'était un exemple quand on me dit oui mais il fait 700 pages, c'est normal qu'il y ait 100 pages à attendre. Bah non, moi j'ai pas envie d'attendre 100 pages. Bref, ici pour l'histoire on suit un écrivain. Alors en fait, le livre démarre... homme ou femme, moi cette situation de départ j'ai envie de... je me barre en fait. Le livre démarre et on te présente un personnage au bout de sa vie. Le gars il divorce, il est tout seul, il a un accident, et il se fait mal, et il boit, et il fume, et il est tout seul, et il s'ennuie, et... Vraiment, ce genre de personnage, moi ça me fatigue. Les 3/4 du temps ce sont des femmes, et... petit sexisme oblige, là il n'est pas précisé qu'il a raté sa vie parce que il est tout seul à 40 et quelques balais. Non, juste on te dit qu'il a divorcé. Mais par contre, si c'est une femme, t'as la petite réflexion de qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie à 40 ans alors qu'elle est divorcée. Ah là là, on se demande. Mais bon, comme c'est un homme, il n'a pas le droit à cette petite réflexion parce que c'est un homme et que il n'a pas besoin d'être marié pour réussir sa vie, là où une femme a besoin. Je sais pas ce que je pense du tout, hein. C'est une idée reçue, répandue, tout ce que vous voulez, bref. Et donc on suit ça, et au début j'ai cru que ça allait démarrer bien et que ça allait bien se passer et tout, parce qu'à la fin du premier chapitre, il reçoit un espèce de colis ou une lettre, je sais plus, qui vient d'Allemagne. Et en gros, tu captes qu'il s'est passé un truc quand il a été en Allemagne, parce qu'il a été en Allemagne dans sa vie, et a priori, cet événement du passé va lui revenir en pleine gueule, et on va essayer de comprendre c'est quoi ce délire. Donc ça c'est à la fin du chapitre 1. Et après, t'as encore 2, 3, 4 chapitres, où
bah il est toujours à New York, il est toujours dans sa petite vie en Amérique, et blablabla, et il avance, et puis il essaie d'écrire, et puis il boit, et puis il fait... Mais... gars, c'est parce que je veux, en fait, c'est parce que tu m'as vendu dans le résumé, en fait. Vous voyez, ça me gonfle, en fait. Le résumé te donne le cœur de l'histoire, d'un livre de 700 pages, et le cœur de l'histoire, c'est-à-dire le sujet principal de l'histoire, n'arrive qu'au bout de 150-200 pages. Je suppose, hein, parce que j'ai pas atteint la page 100. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous écrivez 200 pages avant de réellement parler de ce dont vous avez envie de parler? Et du thème principal du livre? Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. À chaque fois, je prends cet exemple-là, mais c'est comme si, pendant une conversation d'1 heure, je sais pas, au début, je te dis, ah là là, il faut trop qu'on parle de ça, et pendant 3/4 d'heure, je te parle d'autre chose, et de trucs dont tu n'as strictement rien à faire. Au bout d'un moment, tu vas me dire, bon meuf, tu me parles de trucs intéressants là, ou tu blablates pendant 3/4 d'heure, parce que là, ça peut pas être du tout intéressant. Vous voyez, en fait, je l'ai dit en vlog, ça aussi, en littérature, on a tendance à demander aux lecteurs et aux lectrices de faire un effort. Genre là, je dois patienter 100-150 pages avant que l'histoire elle démarre parce que tu comprends, c'est comme ça, et mais dans la vraie vie, les gens ils sont pas patients en fait. Il n'y a aucune personne qui est patiente en fait. Dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Si le film il met 1 heure à démarrer, alors qu'il fait 2h30, tu vas attendre 1 heure que l'histoire elle démarre? Je crois pas, non. Parce que c'est un film. Du coup, t'as pas le temps. Du coup, le film il doit démarrer direct. Mais le livre, bah l'auteur il a le droit d'écrire 200 pages qui servent à rien au début. Bah moi je suis pas d'accord. Donc j'ai pas lu. Combien de pages j'ai lu? Peut-être ça vous intéresse. 73 pages. Voilà. C'est un peu la vidéo des coups de gueule. Il m'en reste un. Vous êtes prêts? Donc le classique de cet été, du coup, c'était Antigone de Sophocle. Alors moi j'avais lu la version de Anouilh, donc de Jean Anouilh que j'adore. J'adore cette histoire. Vraiment, je trouve que c'est l'une des meilleures histoires de l'Antiquité. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle là, mais j'adore. J'ai perdu le mot, mais j'adore ça. Donc Antigone. Antigone, c'est l'histoire d'une fille qui, en gros, je crois qu'elle est fille du roi ou un truc comme ça. Je sais plus de quel pays c'est parce que là, on n'a pas, on est extrait du livre. Bref, je crois qu'elle est fille du roi et en gros, ses 2 frères se sont battus pour savoir qui allait avoir accès au trône, tu vois. Et en gros, ils se sont entretués, tous les deux. Du coup, c'est son oncle qui devient roi. Tout ce que je vous dis là, c'est avec mes souvenirs du Antigone de Anouilh parce que j'ai pas vraiment lu ce livre-là. On y revient juste après. Bref, donc du coup, son oncle devient roi et il décide que le frère qui avait légitimement accès à droit de devenir roi et qui donc est mort aura un enterrement avec tous les honneurs, parce que nous on ferait comme une messe pour l'aider à passer dans l'au-delà, machin, blablabla, tout ça. Il lui accorde un enterrement digne de ce nom. Et l'autre frère, qui du coup n'avait pas accès au trône et s'est battu contre son frère parce qu'il avait envie d'avoir accès au trône alors que c'était pas dans son droit, et bah il dit qu'il ne sera pas enterré et qu'il va rester littéralement à pourrir comme ça sur le sol. Et du coup, Antigone est très croyante, c'est une époque où ils sont très croyants, et du coup, si tu laisses le cadavre sans enterrement, sans cérémonie, sans rien du tout, et bah son âme va rester coincée et Antigone ne veut pas que l'âme de son frère reste coincée. Donc, pendant tout le livre de Anouilh, elle se pose la question de est-ce que je vais contre la décision du roi, à savoir mon oncle, et je vais mettre ne serait-ce qu'un petit peu de terre sur le cadavre de mon frère pour que son âme repose en paix, ou est-ce que je respecte la décision de mon oncle du coup et je laisse l'âme de mon frère se balader, en gros dépérir toute l'éternité parce qu'elle ne pourra pas reposer en paix. Voilà, c'est les questions qu'elle se pose. Et donc ici c'est l'histoire originale, hein, c'est Anouilh a repris cette histoire-là, elle l'a réécrite, on a fait sa version, mais ici c'est la première version. Enfin, genre c'est Sophocle qui a écrit cette histoire le premier. Et en fait, mon reproche à ce livre, c'est que donc c'est du théâtre. Dans les 2 cas, c'est du théâtre. Et pour moi, la force du théâtre, c'est que ça repose que sur du dialogue. C'est que des personnages qui parlent entre eux, il n'y a pas de description, il n'y a pas de mise en contexte, il n'y a rien du tout. Ça doit être, j'ai jamais essayé, mais ça doit être hyper dur à écrire. Bref, la force, c'est ça, c'est que c'est que des personnes qui parlent normalement, et j'y reviendrai après. Et avec ça, l'histoire avance et tu comprends l'histoire et tu comprends où on en est et tu comprends ce qui se passe. Et en fait, ici, alors je vais pas vérifier parce que j'ai pas compté parce que j'ai la flemme, mais en gros, c'est écrit en vers. C'est pas écrit en prose, c'est écrit en vers. Et qui parle en vers? Personne ne parle en vers. Enfin, je veux dire, moi ça m'en folle. Du théâtre écrit en vers, ça me rend taré. Déjà, un livre écrit en vers, j'ai du mal à lire parce que c'est un truc auquel je suis complètement hermétique. Mais alors, du théâtre écrit en vers, pour moi, c'est sacrilège. Parce que
Personne ne parle comme ça. Qui parle avec des rimes? Qui parle en alexandrin? Personne ne fait ça. Alors, certes, hein, c'est un exercice hyper compliqué. Ah, ça doit être une galère son nom à écrire et c'est une prouesse de faire ça. Je veux bien le reconnaître. Mais n'empêche que c'est gâché le théâtre en fait. Si tu veux écrire en vers, bah écris un bouquin, mais écris pas du théâtre. Parce que personne ne parle en vers. Qui parle en vers ou en alexandrin? Je l'ai déjà dit, je me rappelle, mais moi ça m'envole en fait. Personne ne parle en vers dans la vraie vie. Donc tu viens gâcher la force du théâtre qui est de ne reposer uniquement que sur des échanges normaux de personnages avec une écriture en vers. Enfin, je comprends pas, vraiment je comprends pas. En plus comme c'est une histoire que je connais déjà, bah du coup j'ai pas lu. Vraiment franchement j'ai dû lire les deux premières scènes et vraiment ça me fatigue. Moi ça me fatigue. Vraiment ça me... Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon j'ai pas lu la préface parce que je lis jamais les préfaces quand elles sont pas écrites par l'auteur lui-même. Et en vrai c'est court hein. Ça commence à la page. Attendez, je vais vous dire ça parce que comme ça le livre a l'air gros, mais enfin gros, a l'air assez épais, mais en vrai c'est très très court. Hein. Du coup, ça commence à la page 41 et à la fin on a toutes les notes et tout machin. Enfin c'est hyper long. À la scène, le texte et le mythe, enfin vraiment c'est hyper long. Donc ça commence à la page 41, ça finit à la page 116. Donc vous voyez, franchement c'est hyper court. Mais alors écrit en vers comme ça, moi ça me fatigue. En plus c'est pas pratique à lire parce que du coup, il faut que chaque vers tienne sur une ligne. Mais il y a des fois ça tient pas sur une ligne, du coup t'as des mots qui se baladent comme ça. Là je vais essayer de vous montrer, mais en gros, le but c'est que les vers ils tiennent comme ça sur une ligne. Et quand ça marche pas, bah ils te mettent le dernier mot là. Il le fait plusieurs fois là comme ça. Enfin je trouve ça nul en fait. Enfin bon bref, vraiment le théâtre écrit en vers, moi ça me perturbe et je n'aime pas ça. Le dernier, c'est la suite de saga que j'avais choisi pour cette saison et j'en ai fini avec les coups de gueule, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, vraiment. Donc c'était Les Brumes de Cendre Lune, le tome 2, La Symphonie du Temps de Giorgia Caldera. J'ai un peu moins aimé le tome 2 que le tome 1, mais franchement, c'est une saga que j'adore. Dans le tome 1, on rencontre Céphise. En fait, on est dans un univers de fantaisie avec des dieux, c'est un peu... je sais pas comment expliquer, j'arrive pas à cataloguer cet univers-là, c'est très bizarre, mais c'est très cool. Bref, et donc en fait, dans cet univers-là, ah oui, il y a les dieux. C'est ça qui fait que ça me perturbe. Bref, donc en gros, on est dans une espèce de ville, et la ville, elle est gérée par un dieu, et le dieu, il a accès aux pensées de tous les gens de la ville, et du coup, ça fait beaucoup de du coup, je crois. Bref, il a accès aux pensées de tous les gens de la ville, et dès qu'il y en a un qui pense en gros, des trucs basiques, c'est des fois t'es énervé et tu te dis oh le dieu il me saoule, oh j'en ai marre, oh c'est pas juste, oh la loi elle est mal faite, enfin n'importe quelle critique mentale au gouvernement, au dieu, à la religion, il l'entend, le dieu, et tous les vendredis, je crois que c'est ça, il envoie son bourreau, il a un bourreau, très charmant monsieur, donc il envoie son bourreau, enfin il donne à son bourreau une liste de personnes et donc son bourreau va chercher toutes ces personnes-là, donc ce sont les personnes qui ont eu des mauvaises pensées, entre guillemets, et le bourreau va mettre à mort tous ces gens, tous les vendredis. Et donc ça, c'est comme ça toutes les semaines. Voilà. Donc on est dans un univers tellement dictatorial que tu ne peux même pas penser que le dieu c'est de la merde. Non, tu n'as pas le droit, sinon si tu peux, mais tu vas mourir. Bref, et donc nous on rencontre Céphise au tout début qui a vu sa famille se faire massacrer par ce fameux bourreau et qui va, je sais plus, en fait je sais même plus comment ça commence, je vais vous dire, mais en gros elle va se retrouver au palais. Voilà, donc avec le dieu et avec le bourreau, et elle va essayer de comprendre c'est quoi ce délire, c'est quoi ce bazar, pourquoi elle est là, comment ça marche, c'est quoi ce bordel et tout. Et ici dans ce tome 2, donc elle a rencontré, comment il s'appelle Verlaine je crois. Je crois qu'il s'appelle Verlaine, c'est pas marqué d'ailleurs. Donc, elle a rencontré Verlaine, donc qui habite au palais, tout ça, qui est un garçon très bizarre, mais bon, il est cool, moi je l'aime bien. Bref, et elle a découvert que Verlaine et elle avaient un lien assez particulier, assez bizarre. Et dans ce tome 2, elle essaye de comprendre d'où il vient ce lien en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, comment ça marche, depuis quand ils l'ont, comment ça fonctionne, pourquoi il existe. Enfin bref, elle essaie de capter c'est quoi ce délire. Et voilà, et franchement j'ai adoré. Mon résumé est tout pété, mais les deux personnages principaux, en fait la force de la saga pour moi c'est les deux personnages, ils sont juste géniaux, je les adore, vraiment vraiment vraiment. Et puis il y a un côté aussi un peu rêve, alors c'est ce que j'ai pas aimé dans l'autre, dans Giorgia Caldera, Les Larmes Rouges je crois,
ce côté rêve et ce côté où tu sais pas trop si c'est la réalité ou pas. C'est ce que j'ai pas aimé, mais ici ça passe parce que ici, bah, je trouve que c'est bien fait. Voilà. Bref, du coup j'ai vraiment adoré. Par contre, j'ai déjà acheté le tome 3. Très clairement, je pense que le tome 3 il va être dans ma palle du Pumpkin, c'est sûr. Je crois qu'au moment où sort cette vidéo, la palle du Pumpkin, enfin la palle des 7 ans est sortie, logiquement. Mais ouais, j'ai trop envie de lire le tome 3 là, il faut jouer, c'est sûr. Parce que la fin, mais la fin. En fait, l'autrice arrive à me mettre le doute. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a un personnage qui dit quelque chose à ses fils devant Verlaine. Et en fait, tu sais pas si le personnage ment pour que Verlaine se mette à détester ses fils, alors qu'a priori elle a rien fait, ou si ce personnage dit la vérité et que non seulement Verlaine, mais aussi moi, je me suis fait avoir depuis le début. Vous voyez, je sais pas. J'espère que c'était la première option, mais franchement, elle a réussi à me perdre, je sais pas. Donc j'ai trop hâte de lire le tome 3. Donc voilà, franchement j'adore cette saga, je vous la conseille, c'est vraiment cool. En plus les coups sont magnifiques je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve trop belles. Bref, j'ai failli oublier mais j'écoute Happier de Marshmello pour cette saga. Voilà, j'ai l'impression de m'être étendue, d'avoir divagué, j'ai l'impression que la vidéo elle dure 45 minutes, mais je sais que c'est pas le cas, mais c'est l'impression que j'ai. Donc bref, j'espère qu'au montage j'aurai réussi à faire un truc à peu près cohérent, et j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!